Donc, bonjour aux gens qui continuent à se joindre à nous, 9h32. Je vais peut-être commencer à expliquer le déroulement du webinaire aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Luce Beaulieu, directrice exécutive du CIROD. On va passer à peu près 2 heures ensemble ce matin sur le concept de l'innovation durable, qui est un concept central dans la mission du CIROD. On va commencer par entendre quelques mots de notre directeur général qui est avec nous aujourd'hui, Mohamed Chérier, qui est en direct de l'ETS. On va avoir un mot de notre partenaire dans ce projet Québec Innove en la personne de Ludovic Soussis. Ensuite de ça, on va avoir une présentation de la part des étudiants sur le concept de l'innovation durable. Puis, ça va être suivi par un atelier super intéressant qui a été conçu par notre équipe de recherche qui va durer un peu moins d'une heure. On va avoir ensuite un retour en groupe sur les discussions. On va avoir des discussions en parallèle. Et ensuite, on va avoir un mot de la fin et vous allez voir, ça va se dérouler quand même assez rondement. Donc, nous sommes maintenant à près de 30 personnes, 9h33. Je vais donc passer la main à Mohamed pour le mot du début. Merci. Merci beaucoup, Luce, pour cette introduction. Bonjour tout le monde, bienvenue à toute l'assistance, à tout le monde pour ce sommet unique sur l'innovation durable et qu'on va passer, comme Luce vient de dire, 2 heures ensemble justement pour travailler ensemble sur ce concept principal qui est l'innovation durable. Donc, pour me présenter, je suis professeur Mohamed Chérier de l'École technologie supérieure, exactement du département de génie des systèmes, et directeur général du CIROD. Peut-être rappeler la mission rapidement du CIROD, qui est centrée sur comment propulser le changement social et surtout comment accélérer cette transformation à l'aide de deux concepts fondamentaux dans notre programmation scientifique, à savoir l'innovation durable et la transdisciplinarité. Et le but du sommet aujourd'hui, justement, de mettre la lumière et travailler ensemble sur ce premier concept qui va véhiculer justement le changement. Et donc, après la présentation de cette mission-là, on est aussi devant une crise qui s'appelle la pandémie et cette crise de Covid. Et donc, pour le CIROD, c'est une occasion unique pour aligner et répondre justement à l'impératif de l'urgence et puis et aussi à l'agenda de 2030 qui est, disons, long terme pour les 10 prochaines années. Et donc, comment centrer notre mission pour Building Back Better et surtout pour contribuer à une reprise à la fois verte et résiliente. Donc, pour amener justement la discussion autour de ce sommet-là, peut-être ça sera bien de rappeler le but du projet, le but du sommet. Et donc, le but du projet, c'est justement de mettre la lumière et de dialoguer sur l'identification justement et sur la définition de ce concept fondamental qui est l'innovation durable. Et il faut rappeler que c'est un projet de recherche mené par le CIROD et en partenariat avec la chaire 4.0 de Polytechnique. Et justement, pour pouvoir travailler ensemble, pour mettre les balises et mettre les bonnes pratiques au niveau de cette définition. Et donc, le but du sommet, c'est de pouvoir contacter justement les participants et de mettre en place ce dialogue et surtout cette co-création pour enrichir cette feuille de route et ce projet de recherche et avoir votre rétroaction. Et donc, j'aimerais bien, là que la définition et la table est mise sur le projet et sur le sommet, peut-être ça serait bien de mentionner que c'est un travail de longue haleine qui a... Ça va? Oui. Bon, on laisse tomber le casque et on parle en direct sur les airs. D'accord? Et donc, j'étais au point de dire tout simplement, c'est un projet d'envergure, de recherche à mener avec une équipe vraiment très dévouée pour justement mettre en place toute cette feuille de route pour l'innovation durable. Ça a commencé
avec deux webinaires. Hier, c'était une plénière et surtout un panel d'ouverture vraiment de taille, avec des panélistes de marque et puis avec donc 5 panélistes et 4 ateliers et qui nous ont mis un petit peu la table pour aujourd'hui. C'est très bien de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et donc parce que l'innovation durable, ça s'inscrit à l'intérieur est guidé par les ODD, les objectifs de développement durable, pour justement l'opérationnalisation du changement. Et donc, pour remettre le contexte dans cette direction-là, j'aimerais bien avoir quelques take-out d'hier pour vous alimenter, et surtout pour ceux qui n'ont pas assisté hier à ce panel. Donc, on peut retenir plusieurs choses. La première des choses, c'est penser global et agir local. Je pense l'innovation durable, et surtout quand on met une carte dans cette direction-là, il va falloir justement, c'est dans la globalité qu'on doit penser. Le deuxième point, c'est la concertation et la coordination. C'est des mots-clés très, très importants. Concertation entre les différents paliers, politique publique et action sociale. Travailler ensemble, coordonner les efforts. Le troisième point, les infrastructures et les dispositifs en commun. Travailler en commun, rallier les forces, rallier les différentes initiatives et le CEROD et les RS, tous les réseaux, puisqu'on est un réseau stratégique comme les autres, et on doit jouer ce rôle de liaison et de comment synergiser les différentes actions. Et le troisième, étant donné que je suis chercheur aussi, je porte le chapeau de chercheur, eh bien, la recherche et le développement et surtout l'enseignement postsecondaire et enseignement supérieur. Eh bien, la recherche est le moteur de cette relance et donc il faut qu'elle soit alimentée par l'innovation durable et guidée par les ODD. Et moi, je me suis réjoui hier d'entendre notre directrice scientifique du FRQ, FRQNT, justement Nature et Technologie, qui a mis, elle était audacieuse, moi je le dis sur les airs, elle était audacieuse de dire il faut un mindset change. Donc, c'est un changement mental dans la recherche, dans l'enseignement et mobiliser les chercheurs autour de ça. Et comment? Justement, les organismes de subvention, ils vont peut-être obliger et travailler avec les chercheurs d'inclure justement cet élément dans la recherche en termes d'innovation durable, comme on l'a bien fait pour le DI, pour l'équité et diversité. Et donc, ça devient tout simplement de la vie de tous les jours pour une relance justement verte et résiliente. Je pense avec ces idées et avec ces mots, peut-être ça permet de mettre la table pour justement d'investiguer davantage ce concept fondamental, de se l'approprier et puis justement de faire une feuille de route de recherche et d'application et d'action surtout sur le terrain de la mise en œuvre de ce concept. Merci beaucoup et bon atelier à tout le monde. Merci infiniment, Mohamed. C'était très inspirant. Puis en effet, hier, on a eu un panel international qui était très, très réussi avec des gens de nom. On a eu près de 200 personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le point sur cet événement-là. Je passerai maintenant le bâton de la parole à Ludovic. Je vais prendre le bâton avec plaisir. Merci Mohamed pour ce mot d'introduction qui met vraiment la table sur la belle collaboration entre le CIROD et Québec Innove pour ce sommet. Je vous ai entendu parler, Mohamed, de toute l'expertise dont il a été question hier et un élément qui va me faire plaisir d'aborder aujourd'hui dans mon mot d'introduction, dans ma présentation, c'est également, je dirais, et surtout, la partie entrepreneuriale, la partie d'affaires, qui prend un rôle fondamental dans l'application des concepts, comme le concept d'innovation durable, comme le concept d'innovation en soi et comme le concept de développement durable en soi, mais comme le concept d'innovation durable en général. Mais je vais faire un pas de recul parce que je vais prendre le bon sur ce que tu disais, Mohamed. Merci, Luce, merci au CIROD pour nous donner l'occasion de collaborer dans le cadre de ce sommet-là. C'est un sommet et félicitations à votre équipe pour
la mise en place, pour l'organisation de tout ça, c'est pas facile, la coordination d'un grand événement sur 2 jours avec 3 volets, un volet international, un volet plus entrepreneurial et puis le dernier volet recherche. Ça demande beaucoup d'organisation, il y a des changements, tout le travail que les gens ne voient pas derrière là, lorsque l'événement est live, mais j'ai fait partie là, de l'organisation un peu avec vous pour me rendre compte que vous êtes des collaborateurs vraiment de premier plan avec qui c'est agréable de collaborer. Puis c'est pour ça que c'était naturel pour nous. Ça nous fait plaisir chez Québec Innove d'être partenaire de cet événement-là. Parce que les liens entre l'écosystème de la recherche, l'application de la recherche et le milieu entrepreneurial, c'est au cœur de notre mission. La mission de Québec Innove, elle est double, essentiellement. La première mission que l'on a, c'est de faire le maillage entre les projets d'innovation des entreprises, donc entre les entreprises qui ont des projets d'innovation et tout l'écosystème de la recherche publique au Québec. Québec Innove, c'est un grand réseau. C'est un réseau de tous les organismes de recherche publique du Québec, toutes les universités, tous les centres collégiaux de transfert de technologie, tous les organismes d'intermédiation en innovation sociale, les organismes, les centres de recherche comme le MILA, comme l'INO à Québec. Il y en a une quarantaine au Québec, des organismes comme ça. Ensuite, toutes les sociétés, les 3 sociétés de valorisation qui sont en changement présentement sont membres chez Québec Innove et des regroupements sectoriels de recherche industrielle qui sont mandatés là, pour faire ce maillage-là, cette application-là au niveau sectoriel des projets industriels avec le financement pour des projets de recherche. Alors, le réseau de recherche de Québec Innove, il représente près de 15 000 chercheurs dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions du Québec. Et travaille auprès des entreprises qui sont grappées, qui sont bien maillées, qui sont déjà intégrées dans certains secteurs industriels, comme je vous le disais tout à l'heure, mais beaucoup avec des entreprises qui sont davantage orphelines, qui sont soit des nouvelles entreprises ou qui sont dans des secteurs moins organisés et qui ont besoin de collaboration avec de collaboration, comme tu le disais, Mohamed, tout à l'heure, davantage transsectorielle ou intersectorielle. On dit souvent chez nous, lorsqu'une entreprise vient nous voir, notamment une entreprise, je vais dire en agriculture, c'est très, très possible que l'expertise dont elle a besoin, ce ne soit pas d'un centre de recherche en agriculture, ni d'un chercheur universitaire en agriculture, mais bien en intelligence artificielle, en santé, peut-être même en aérospatiale, qui ont développé des technologies qui peuvent s'arrimer avec les projets de cette entreprise-là. Alors, l'objectif premier de Québec Innove et l'objectif historique, c'est de mettre ensemble les organismes de recherche et les entreprises et les organisations pour accélérer les projets d'innovation de ces entreprises et de ces organisations-là. Le deuxième mandat que l'on a, c'est d'accélérer la culture de l'innovation au Québec. On connaît les déficits historiques en matière de productivité, en matière de performance économique du Québec, qui sont de moins en moins vrais par ailleurs, mais on sait que l'innovation sera au cœur de la capacité de nos entreprises, de la capacité de nos organisations à combler ces écarts historiques qui existent ou ces écarts sectoriels qui existent avec nos concurrents, disons-le, ou même avec nos concurrents directs ou avec ceux avec qui on veut bien se comparer, que ce soit sectoriel ou que ce soit plus macro. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de faire le maillage, c'est de se dire, et puis l'exemple de la conférence d'aujourd'hui, c'est un exemple où on doit passer du concept au marché, donc de l'idée à l'applicabilité. C'est la raison pour laquelle on était aussi content de faire ce partenariat-là, c'est que il y a le langage académique qui définit les concepts, qui les recherche de manière pratiquement systématique. C'est ce que vous avez fait avec brio dans notamment votre revue de littérature. Mais ensuite, il y a toute la question de l'adoption de ces concepts-là par la société civile, par les entreprises et de la mise en place de l'innovation durable dans le quotidien pour que ça devienne un réflexe pour les entrepreneurs, pour les chercheurs eux-mêmes, pour les dirigeants, pour les gouvernements, pour les cadres réglementaires. Ce sont tous des sujets que vous avez abordés hier dans divers des panels que vous avez. C'est également
Lorsqu'on parle d'innovation durable, lorsqu'on parle de développement durable, lorsqu'on parle d'innovation, il y a une multitude d'acteurs qui sont là, mais il faut savoir, c'est quoi le dead end? Quel est l'objectif final? C'est la commercialisation, c'est l'application de ces innovations-là et c'est leur adoption à grande échelle pour que ça devienne essentiellement des réflexes sociétaux que l'on développe. Puis je voudrais, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation et le développement durable, dans la dernière décennie, peut-être les 2 dernières décennies, c'est peut-être les mots qui sont le plus sur les lèvres des différentes communautés. Hein. Au niveau de la société civile, lorsqu'on parle d'environnement, de développement durable, c'est peut-être le mot qui est le plus trendy, le développement durable, l'environnement. Et lorsqu'on parle au milieu entrepreneurial, ben, l'innovation, c'est le mot évidemment le plus trendy. Et je vous dirais que c'est le mot le plus trendy chez les entrepreneurs, chez les chercheurs, même chez les gouvernements et même dans des ministères qui utilisent encore des fax pour transmettre des résultats de COVID. Ils se veulent tous ou ils se réclament tous de l'innovation. Est-ce que je pourrais vous dire que c'est le mot le plus, que l'innovation et que le développement durable sont les mots les plus googlés sur la planète présentement? C'est pas ça. Au Canada, en 2019, c'était les Raptors de Toronto. Aux États-Unis, c'était la nouvelle plateforme Disney+, le mot le plus googlé. Et puis en France, c'était Notre-Dame de Paris, malheureusement à cause de l'incendie qui a eu cours. Et puis, je vous laisse deviner là, quel était le mot le plus googlé en 2020. Là. Je pense qu'on est tous au courant de la situation globale. Mais l'adoption à grande échelle, ça ne veut pas juste dire quelle est la recherche Google qui est la plus faite. Ça veut surtout se dire comment, collectivement, on peut mettre en action ou on peut prendre ce concept-là et puis le concrétiser. Et puis, on parle de thèmes qui sont utilisés tous les jours, mais il faut essentiellement que ces 2 thèmes-là s'interrelient et soient indissociables. Il faut que l'innovation et le développement durable soient indissociables. Et c'est le concept de l'innovation durable. Mais lorsqu'on parle d'innovation, il faut qu'on ait derrière la tête qu'il ne faut pas que ce soit des innovations pour produire des produits obsolètes ou des produits avec une obsolescence programmée, c'est ce que je veux dire. Et lorsqu'on parle de développement durable, développement d'infrastructures durables, développement de projets sociaux, bien, il faut que ça soit bâti de manière innovante. Il ne faut pas simplement qu'on essaie de reproduire les mêmes méthodes qu'on utilisait à la base. Là. Il faut qu'on soit capable de faire évoluer toute la société avec ça. Et puis quand on parle à des entreprises, à des entrepreneurs, là, je vous dirais que les définitions, eux, ça ne les intéresse pas tant que ça. Ce qu'ils veulent, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? L'innovation, c'est ce qui nous permet de se démarquer, ce qui nous permet socialement d'améliorer notre sort, et puis c'est ce qui nous permet d'être meilleurs également, collectivement. Ça, c'est l'innovation. Le développement durable, je ne suis pas un expert de développement durable, alors je ne vais même pas. Il y a tout le concept de développement durable qui est déjà défini, mais je vais revenir sur ce que vous avez écrit dans votre revue de littérature qui est très intéressante. Je retiens qu'en 98, la définition passait davantage sur l'éco-innovation, puis c'était peut-être un petit peu trop restrictif, peut-être même un peu trop militant pour son adoption à grande échelle. Ensuite, en 2014, il y a Klewitz et puis Hansen qui proposent une définition qui est plus holistique, là, qui parle de gestion concertée des divers aspects socio-économiques, écologiques pour les développements des produits, des processus puis des structures d'organisation. C'est intéressant, mais là où vous êtes rendu présentement dans la définition, lorsqu'on parle de transformative innovation, alors là, c'est intéressant. Là, je pense que vous avez mis le doigt sur l'objectif principal des parties prenantes lorsqu'ils font de l'innovation, puis lorsqu'ils pensent au développement durable. Ce que ça veut dire, c'est que ça varie selon les objectifs et les valeurs des acteurs. Il y a évidemment des objectifs, des valeurs communes et puis des objectifs communs, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Pour l'adoption dans le marché des innovations, ça passe par les entrepreneurs. Toutefois, il y a des défis. Je ne vous mentirai pas, il y a des défis. Parce que s'il y a des défis en matière d'innovation, il y a évidemment des défis en matière d'innovation durable. Le Québec, c'est une économie de PME. Et les PME sont moins enclines
à investir en innovation que les plus grandes entreprises, que les entreprises internationales qui ont les poches beaucoup plus profondes et qui ont des capacités de collaboration et de recherche beaucoup plus grandes. Je vous dirais que nous avons fait une qui est présentement en cours. Là, si on s'était parlé dans 3 semaines, j'aurais les résultats 2020, mais là, je vous parle des résultats 19. Sur les moteurs et les freins de l'innovation pour les entreprises. Et je vous dirais que la taille des entreprises, c'est un des freins à l'innovation parce qu'elles ont moins à la fois de réflexes, de collaboration. Elles ont également moins de réflexes financiers, de moins bons réflexes financiers. Non pas qu'elles n'ont pas d'argent, mais qu'elles utilisent beaucoup moins les leviers disponibles pour leur permettre d'aller chercher, par exemple, un cap-up des différents programmes gouvernementaux. Mais également, elles ont une gouvernance, une moins bonne structure de gouvernance, les plus petites PME. Il est prouvé, du moins l'association est claire, les entreprises qui sont gérées par un conseil d'administration et un comité de gestion investissent en moyenne près de 3 fois plus en innovation que les entreprises qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que d'avoir une bonne gouvernance et des collaborateurs externes qui nous permettent de réfléchir, bien, ça nous permet de nous projeter plus loin. Ça nous permet de faire des liens avec des collaborateurs que l'on ne connaît pas. C'est la beauté d'un conseil d'administration, hein, c'est de nous ouvrir des portes. Mais il y a beaucoup trop de PME qui sont des PME de petite taille, avec peu de relève, et même, je vous dirais, qui se confortent dans la manière traditionnelle de faire les choses. Et c'est des choses qui vont devoir changer. Parce que le Québec a un double défi, un défi là, également de relance, évidemment, mais un défi démographique. Alors, si on veut que nos entreprises soient capables de se transférer, que le transfert d'entreprise puisse être positif, il faut que l'innovation soit au cœur de ça. Puis je vous dirais aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui ont plus de difficultés parfait, encore 1 ou 2 minutes. Il y a des secteurs d'activité qui ont plus de difficultés à intégrer l'innovation dans leur procédés. Pensons par exemple à l'agriculture, pensons par exemple au secteur public où l'innovation est beaucoup plus difficile. Également, le contexte de la pandémie rend les choses compliquées. Pourquoi? Parce que les entreprises, pendant les 6 premiers mois de la pandémie, ont perdu beaucoup de liquidités et ça prend de l'argent pour investir. Également, ce qu'on nous dit, c'est que les projets qui ont lieu maintenant en matière d'innovation sont surtout des projets qui sont de l'ordre du court terme, qui ne sont pas de l'ordre de l'innovation plus fondamentale qui va changer les choses dans les 8, 10, 15 prochaines années. On est plus sur du ROI, du retour sur investissement à court terme présentement, mais ça pose un défi, notamment pour l'applicabilité d'un concept comme l'innovation durable. Mais il ne faut pas jeter la serviette parce que tout le monde a un rôle à jouer, à la fois les entreprises, les centres de recherche, les organismes de recherche, les gouvernements, qui vont être les plus gros donneurs d'ordre des prochaines années. L'économie va changer, la structure de l'économie va changer. Les gouvernements ont une responsabilité en matière d'innovation durable en changeant le cadre réglementaire, en améliorant les cadres réglementaires, en améliorant ou en facilitant l'intégration des innovations et du développement durable dans ces appels d'offres, avec un système de points qui va être plus équitable. Si on enlève le plus bas soumissionnaire, là, notamment pour nos infrastructures, ça va aider. On peut développer des services plus efficaces, on peut avoir la volonté de réduire les impacts environnementaux de différents projets, une meilleure utilisation des ressources réglementaires, législatives, mais également les capacités de donneurs d'ordre du gouvernement ont un impact. Ensuite, il y a des histoires à succès qui existent qui devraient inciter des entreprises à travailler en matière ou à appliquer l'innovation durable dans leur quotidien. L'économie circulaire en est un bon exemple et vous en parlez de manière régulière lorsqu'on parle d'innovation durable. Mais une chose qui est certaine, puis je vais arriver à ma conclusion, une chose qui est certaine en matière de recherche, l'intersectorialité des projets, c'est la base pour arriver à un succès en matière d'innovation durable. Deuxièmement, il faut trouver des adoptants aux innovations durables et les diffuser à grande échelle. Le gros défi, les nouveaux concepts, c'est la diffusion à grande échelle, ce qu'on appelle la commercialisation, là, mais même la commercialisation médiatique. Il faut qu'on en parle de ce concept-là, il faut qu'on l'adopte dans notre... Il faut que les termes soient rendus indissociables les uns des autres. L'innovation et le développement durable. Le développement durable et l'innovation doivent aller systématiquement ensemble
il faut surtout qu'il y ait du leadership de la part des gouvernements, de la part des entreprises et de la part de tous les organismes, notamment des organismes subventionnaires qui, je lance une idée comme ça, pourraient bonifier certains financements, certains programmes de financement lorsqu'il y a une vraie atteinte d'objectifs d'innovation durable. Il y a toutes sortes de manières dont on peut réaliser cet objectif-là. Il suffit d'être inventif, mais il suffit aussi surtout que tout le monde marche dans la même direction. C'est souvent ça qui est difficile. C'est que chacun va tirer sa couverte de son côté. Chacun va vouloir des programmes très, très, très spécifiques, très normés de son côté. Au final, il ne faut pas oublier le big picture, il ne faut pas oublier faut pas oublier l'objectif final, c'est de créer un monde plus innovant, un monde plus durable et faciliter l'adoption de ces nouvelles innovations-là dans le marché. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic, pour ce portrait vraiment très complet de la situation, puis surtout pour l'intégration et effectivement opérationnaliser l'innovation durable. C'est extrêmement important. On a un tout petit retard sur notre horaire, mais ce n'est pas très grave. On va poursuivre maintenant avec la présentation par notre équipe de recherche des 3 composantes majeures en fait de l'initiative Innovation durable qui sont donc la définition, les lignes directrices ou encore orientation stratégique de ce que devrait être l'innovation durable et la base de données. Donc, je vais laisser la parole à nos étudiants qui ont travaillé sur le projet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister en grand nombre au Sommet d'innovation durable et à la présentation du chantier de recherche du CIROD sur l'innovation durable. Notre équipe de recherche est formée par Léla Larja, Thierry Lefebvre, Thibaut Magala et Philippe Genois-Lefrançois, sous la coordination de Luce Beaulieu et Asana Elzin. Cette présentation portera en 3 actes. Nous partagerons d'abord une synthèse des résultats de notre recension des écrits qui vise à définir et cartographier le concept d'innovation durable. Nous serons ensuite présenter notre base de données en innovation durable actuellement en construction. En 3e partie, nous vous ferons part des orientations pour l'innovation durable qui découlent directement de notre revue de littérature. Passons sans plus tarder à la partie 1, Innovation durable, une recension interdisciplinaire des écrits. Afin d'introduire notre projet sur l'innovation durable, je pense qu'il est bon de préciser le contexte dans lequel nous travaillons. Actuellement, nous faisons face à une situation mondiale préoccupante, aussi bien d'un point de vue environnemental que d'un point de vue socio-économique. Et plus précisément, nous avons débuté cette conceptualisation de l'innovation durable avec le début de la crise de la COVID-19, qui malgré elle a révélé davantage certaines failles de notre société. Ainsi, notre problématique est la suivante. Comment pouvons-nous modifier les activités de l'innovation pour créer des modèles durables afin de répondre à plusieurs enjeux planétaires tels que la crise environnementale latente, les disparités internationales, les situations sociales intérieures d'une part et le choc de la pandémie de la COVID-19 d'autre part. Pour répondre à cette problématique, notre objectif principal est de mobiliser la communauté québécoise autour de lignes directrices vers une trajectoire autour du concept d'innovation durable. Nos sous-objectifs sont de définir le concept d'innovation durable, de décrire les grands systèmes acteurs du fonctionnement de nos sociétés et de proposer des trajectoires vers une perspective systémique pour l'innovation durable. Pour cela, notre méthodologie consiste en une revue de la littérature inspirée d'une recension systématique avec le protocole de 30 fils afin d'établir des observations et analyses de recherche rigoureuses et limitant les biais. Pour intégrer la dimension durable à notre concept, nous ne pouvons pas passer à côté du développement durable. Initialement, le développement durable est un moyen de concilier le développement des nations et le respect de la nature. Ainsi, le concept se rapproche massivement du mouvement écologique dont le point clé était alors la viabilité de la société jusqu'au début du XXe siècle, ce qui signifie vivre avec les limites écologiques. De nos jours, le développement durable est perçu comme une façon de se développer qui intègre de manière équilibrée les dimensions écologiques, économiques et sociales. On peut mentionner 6 finalités du développement durable qui ont chacune un axe bien précis. La finalité biocentrée est axée sur la nature, c'est-à-dire le maintien ou la protection du patrimoine naturel.
La finalité concentrée, quant à elle, est axée sur la préservation des ressources, tandis que la finalité anthropocentrée est axée sur le bien-être des individus. Socio-centrée est toujours axée sur le bien-être des individus, mais dans leur structure sociale. Et la finalité technocentrée sur le progrès scientifique et technique. Le concept d'innovation est un sujet clé de notre revue de littérature et nous utilisons la définition à la fois la plus récente et la plus riche afin de ne manquer aucune particularité pour notre proposition de définition de l'innovation durable. Nous utilisons la définition de l'OCDE dans le manuel d'Oslo datant de 2018 qui indique qu'une innovation d'entreprise désigne un produit ou un processus d'affaires nouveau amélioré ou une combinaison de ces deux éléments qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents de l'entreprise et a été commercialisé ou mis en œuvre par celle-ci. Dans le manuel, on retrouve une typologie bien précise de l'innovation d'entreprise qui se décline en innovation de produits, biens et services et innovation de processus d'affaires qui regroupe 6 catégories d'innovation. De plus, le manuel d'Oslo intègre une nouvelle forme d'innovation qui est l'innovation sociale. On peut voir l'innovation sociale comme un élément de réponse aux disparités socio-économiques. L'innovation sociale, qu'est-ce que c'est? Le réseau québécois en innovation sociale propose une définition très complète qui est la suivante. Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi ou un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l'existant. En résumé, l'innovation sociale change l'approche technocentriste de l'innovation pour répondre au complexe d'inégalité sociale et de développement durable. Son but est d'améliorer le bien-être collectif et la capacité d'agir des sociétés. L'innovation sociale s'exerce dans 3 axes majeurs, sociologique pour transformer les structures et interactions sociales, politique pour corriger les failles de gouvernance politique publique, et également en gestion pour l'apparition de nouveaux modèles d'affaires visant à relever des défis sociaux. Nous pouvons maintenant présenter la définition attendue de l'innovation durable. L'innovation durable est un nouveau service, produit, processus ou pratique issu du dialogue et de la coopération entre différents acteurs qui opèrent une transformation socio-écologique, interdisciplinaire, structurelle et systémique visant à rendre la société compatible avec les limites planétaires et à assurer le bien-être humain et la résilience sociétale. Cette définition décrit alors le type d'innovation, le moyen, l'action et la finalité. En somme, l'innovation durable est un levier pour les processus et les expérimentations de la transition socio-écologique des systèmes anthropiques à toutes les échelles sociétales et de manière intersectorielle, à la fois pour l'économie, la technologie, le social, la gouvernance, la justice et l'éducation. L'innovation durable est un concept englobant qui dialogue avec plusieurs champs de recherche et d'action liés au développement durable. Voici 3 exemples de champs appliqués où l'innovation durable est partie intégrante. D'abord, l'économie circulaire est un modèle économique visant une appropriation plus durable des ressources naturelles à travers un bouclage des flux de matière et d'énergie au sein des systèmes de production et de consommation. Son déploiement, qu'il s'agisse de l'échelle des produits, des organisations, des filières ou des territoires, implique de nombreux défis et variables inconnues. L'économie circulaire nécessite en effet de repenser les procédés industriels, les modèles d'affaires, l'aménagement du territoire ou encore les pratiques de consommation. Il faut donc innover tout au long de la chaîne de valeur des produits et des services. Parallèlement, le caractère systémique et opérationnel de l'économie circulaire en fait un véritable levier pour répondre à plusieurs objectifs de développement durable. Second exemple, la conception régénérative est une approche de design qui vise à rebâtir le capital naturel des systèmes socio-écologiques. On souhaite ici aller plus loin que la durabilité en visant à influencer positivement l'environnement et ce, à travers des projets qui régénèrent et enrichissent les écosystèmes. Transdisciplinaire, itérative et participative, la conception régénérative peut être appliquée dans plusieurs domaines tels que l'architecture, l'aménagement, l'agriculture et l'économie. Troisième exemple, l'innovation sociale transformative
a comme ambition de transformer radicalement les systèmes sociaux vers plus de durabilité en proposant des discours et des solutions alternatives qui sont en rupture avec les modèles dominants. Elle implique des changements profonds dans la structure des institutions en place et mise en retour sur l'institutionnalisation du changement à une échelle plus globale. Son application résulte la plupart du temps de mouvements et organisations ascendants, dont quelques exemples seront Transition Network, le Global Eco-Village Network ou encore le Slow Food Network. L'innovation durable peut être un pilier pour favoriser la transition socio-écologique. Or, une transition, c'est un processus complexe qui implique des changements profonds et multiscalaires au sein des différents systèmes sociétaux. Il semble donc tout à fait pertinent de tenter de comprendre les dynamiques de l'innovation durable qui peuvent favoriser la transition. Pour ce faire, le champ des transitions socio-techniques aide à comprendre comment les innovations durables peuvent émerger et se pérenniser au sein des systèmes existants pour les reconfigurer profondément. On s'y intéresse particulièrement à ce qu'on appelle les systèmes socio-techniques, qui se caractérisent par une imbrication complexe d'éléments techniques et sociaux autour d'une fonction sociétale, par exemple la distribution énergétique ou le transport routier. Le champ des transitions mobilise le cadre analytique de la perspective multiniveau afin d'appréhender les dynamiques de transition socio-technique grâce à une structure en 3 niveaux. Tout d'abord, le régime correspond à la structure profonde d'un système. C'est un ensemble de règles et d'infrastructures qui assurent sa stabilité. Ce sont donc les façons de faire en quelque sorte. Le paysage, c'est l'ensemble des éléments exogènes au régime qui exercent des pressions diverses. Il peut s'agir par exemple de grandes tendances ou de chocs. La niche est un espace virtuel ou physique protégé du régime où se développent et s'expérimentent des innovations qui vont aller à l'encontre des paradigmes dominants du régime. Selon la perspective multiniveau, une transition s'opère lorsqu'une interaction entre les processus des 3 différents niveaux permet la pénétration et le déploiement d'innovations de niche au sein du régime pour y opérer des changements structurels profonds. Il existe de nombreux mécanismes de verrouillage systémique qui freinent les processus de transition. La littérature fait toutefois état de stratégies visant à les propulser et les orienter, dans la mesure du possible, vers des objectifs de développement durable. Dans cette mouvance, la gestion de la transition est une démarche de gouvernance collaborative et itérative visant à piloter la transition à travers le déploiement d'innovations durables au sein des systèmes socio-techniques. Au Canada, l'accélérateur de transition et le projet Chemin de transition en représentent de bons exemples. Quelques grands principes fédèrent les différentes démarches de gestion de transition. Mettre en place une démarche graduelle et flexible, miser sur une collaboration de parties prenantes diverses provenant des régimes et des niches, développer des objectifs à moyen et à long terme et explorer différentes trajectoires possibles pour les atteindre, déployer des projets pilotes et supporter les niches d'innovation. Suite à cette perspective assez macro des phénomènes de transition, nous nous sommes finalement intéressés à des outils précis de pilotage et d'aide à la décision pour supporter l'innovation durable. Parmi ceux-ci, notons d'abord la gestion stratégique de niche qui vise à soutenir et protéger les innovations durables jusqu'à l'atteinte de leur maturité. Cet appui peut se manifester de différentes manières, par exemple du financement, des partenariats ou encore des infrastructures. De son côté, l'approche prospective vise à explorer les différentes tendances et signaux faibles sur des échelles temporelles allant de 5 à 30 ans. Elle consiste dans son côté stratégique à établir des pistes d'action pour arriver au futur désirable. L'analyse de cycle de vie vise à prendre des décisions basées sur des données considérant l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service. L'ACV soutient la prise de décision en offrant une modélisation quantitative des flux qui nourrit des approches innovantes ainsi que la mitigation des impacts environnementaux et socio-économiques des produits et services. Finalement, il ne faut pas passer sous silence l'importance de la structuration et de la consolidation d'un écosystème d'innovation durable afin de mettre en place des mécanismes de recherche, de transfert de connaissances, d'accompagnement et de mise en œuvre dans une optique de collaboration. C'est ce qui conclut cette présentation de la recension des défis. La section suivante vise à présenter notre démarche pour étudier des cas concrets d'innovation durable au Québec comme à l'international.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, sans tarder, on va passer à la deuxième partie de notre présentation, construction d'une base de données en innovation durable. Bon, pourquoi une base de données en innovation durable? Tel qu'indiqué précédemment par mes collègues, le pilotage de l'innovation durable implique notamment le soutien et la gestion des niches d'innovation. Pour ce faire, on a besoin d'une base de données qui permettrait de caractériser un grand nombre d'innovations à la lumière des critères identifiés par la revue. Et grâce à une analyse thématique de cette base, il sera possible de cartographier les niches d'innovation en identifiant les tendances et les variations dans les différents projets. De plus, le contexte de la pandémie offre une opportunité pour comprendre l'effet de la crise, car elle a confronté la résilience des organisations, des collectivités et entreprises, ce qui a stimulé ou accéléré un certain nombre d'innovations, que ce soit en intelligence artificielle, en technologie ou encore en design ou mobilité durable. Bref, une base de données, ça sert avant tout à mesurer et à évaluer les changements de conditions spécifiques à chaque donnée, en se basant sur une compréhension commune. Dans ce cas, la définition de l'innovation durable comme une manière de mesurer les variations, notamment liées au contexte. Pour ce faire, on a entrepris une démarche en 3 étapes. Premièrement, l'objectif qui est d'illustrer les critères et les dimensions de l'innovation durable à travers des cas réels. Une comparaison croisée des études de cas dans le contexte de la pandémie. Les études de cas étant différentes, l'analyse des points communs permettrait une tentative du moins d'une généralisation de l'innovation durable. Et en deuxième étape, il y a la modélisation conceptuelle qui consiste à identifier les critères de sélection, les variables et les thèmes d'analyse. Dernièrement, la modélisation logique, donc la construction du système de gestion de base de données et l'implantation de la base de données et la collecte, bien évidemment, à proprement dit des données. La structure de base de données est une base de données relationnelle où, dans le fond, les données doivent répondre dans un premier lieu aux 3 critères qui sont la nouveauté, la durabilité et avoir débuté en 2017 ou plus tard. Par la suite, chaque entrée a une clé d'identification qui lui est attribuée, des variables, différentes variables et différents attributs. De façon plus donc les variables ont été identifiées à partir de la définition de l'innovation durable de la revue littérature. Donc nous avons le type d'innovation, que ce soit un produit, un service ou un processus. Nous avons les moyens mis en place, donc que ce soit une innovation de catégorie technologique, sociale ou organisationnelle, mais aussi les acteurs qui ont été mobilisés par l'innovation, l'action transformatrice qu'on identifie en partie par l'échelle du projet, que ce soit un projet à l'échelle du quartier, à l'échelle provinciale ou nationale ou autre, et les secteurs qui sont mobilisés. Et la finalité. Donc, bien que le développement durable était un critère de sélection et qui soit clairement explicité donc, dans le projet, il faut aussi le catégoriser. Et pour ça, on utilise le cadre général des 17 objectifs de développement durable qui permettra de comparer les projets entre eux. Donc ça, c'est pour les principales variables. On a aussi la forme d'innovation qui précise et raffine dans le fond le type d'innovation, savoir si c'est un nouvel usage d'un produit ou service qui existe ou une nouvelle solution sous format de produit, service ou processus. Donc, une bonne figure de cas pour illustrer les variables dont on vient de parler, c'est le projet de livraison urbaine écologique Colibri qui a mobilisé plusieurs partenaires et qui vise à réduire le camionnage au centre-ville. Cette innovation, elle serait catégorisée de type innovation service, puisqu'elle touche vraiment à un service qui est le service de livraison. Elle serait catégorisée au niveau des moyens comme une innovation sociale, puisque ce qui la rend novatrice, c'est justement ce partenariat entre BNL, industrie et gouvernement municipal. C'est un nouvel usage, dans le fond, du service de livraison à vélo qui existe déjà. Le secteur, dans le fond, c'est principalement le secteur de transport urbain.
Puis au niveau des finalités de développement durable, ce projet s'illustre directement dans les objectifs ville et communauté durable et lutte contre les changements climatiques des 17 objectifs de développement durable. Le projet a débuté avant la COVID, ça c'est important à noter. Il a été lancé en septembre 2019. Il a connu vraiment un succès lié à la pandémie puisqu'il répondait dans le fond à un besoin de raccourcir les chaînes de livraison et de répondre aussi aux besoins de la ville de libérer plus de place pour les piétons, etc. Et le transport actif. Donc, dans les prochaines étapes de cette base de données-là, donc on va commencer à une collecte de données qui a été enclenchée. Cette première collecte de données va permettre de valider les variables et le modèle conceptuel. Une fois cette validation faite, on sera en mesure de traduire ce modèle conceptuel en un modèle logique avec un langage et des requêtes qui vont permettre d'analyser les données plus en profondeur. La collecte de données telle qu'elle est basée sur diverses sources allant de la littérature scientifique au brevet, des sites web, de la presse, des podcasts, etc., puisque c'est des innovations assez qui ont lieu maintenant, donc on doit être à l'affût vraiment de toutes les sources d'informations. Et le mode de collecte se veut non seulement mobiliser l'équipe du CIROD, mais aussi participative à travers tous les membres grâce à une collecte en ligne. Bonjour à toutes et tous. Dans cette section, il va être question des orientations que nous préconisons pour stimuler les innovations durables au Québec. Il s'agit d'un résumé du document qui vous a été partagé et que nous vous invitons à commenter. Votre expertise et votre expérience apporteront certainement un éclairage différent et permettront de bonifier le document. À partir du constat qu'il existe des verrouillages sociétaux qui font en sorte que les sociétés comme le Québec ont de la difficulté à fonctionner selon les limites écologiques et à réduire les inégalités, notre hypothèse est que l'innovation durable représente un levier efficace permettant d'instaurer une transition écologique et d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous proposons une stratégie basée sur les présentes orientations qui devrait favoriser l'opérationnalisation des innovations durables. Ces orientations sont basées sur la recension des écrits qui vient de vous être faite. Elles ne sont pas exhaustives ni définitives. Nous comptons sur votre contribution pour les bonifier. Nos recherches nous ont conduit à identifier 3 domaines d'action principaux de la société, les politiques publiques, les organisations et entreprises, les établissements de recherche et d'enseignement. Ces domaines sont interconnectés et s'influencent l'un l'autre. Ils interpellent aussi les différentes parties prenantes impliquées dans l'innovation durable. À l'intérieur de ces domaines d'action, plusieurs orientations générales se dégagent. C'est ce que nous allons voir maintenant plus en détail. Concernant les politiques publiques, il est clair que l'État joue un rôle de premier plan à la fois dans le développement des innovations que dans la mise en œuvre du développement durable. La première orientation consiste à guider l'innovation vers des objectifs de durabilité qui permettraient d'orienter adéquatement l'ensemble des acteurs et de donner une cohérence à l'ensemble de l'action gouvernementale. Pour soutenir les innovations durables, l'État peut faire appel à tous les leviers dont il dispose, que ce soit les lois et réglementations, les mesures économiques, l'orientation des programmes de recherche, etc. Il est également important de soutenir les municipalités du fait du rôle essentiel qu'elles jouent à l'échelle locale. La seconde orientation vise donc à mettre en place des stratégies d'innovation durable à l'échelle urbaine. Elle consiste pour cela à profiter des forces dont disposent les villes, notamment la concentration de population, d'infrastructures et d'activités, leur pouvoir d'action, qu'il soit d'ordre économique, réglementaire ou de gouvernance, de leur grande diversité d'acteurs. Les municipalités pourraient notamment établir des objectifs et des feuilles de route qui impliquent l'ensemble des parties prenantes et qui intègrent recherche universitaire et société civile. Du fait de la complexité des systèmes sociétaux, nous proposons de développer aux différents paliers de gouvernement une approche de gestion de la transition comme outil de planification stratégique, ainsi qu'il en a été question précédemment. Parmi les actions à instaurer, mentionnons la mise en place d'arènes de transition dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication ou le transport. La gestion stratégique de niche, dont il a été question plus tôt, apparaît comme un mécanisme de pilotage important pour protéger et structurer les processus d'innovation jusqu'à leur maturité.
des études prospectives permettraient d'appréhender l'incertitude de l'évolution du système sociétal. Par ailleurs, la mobilisation des forces en innovation sociale nous semble incontournable puisqu'elle apparaît comme un mécanisme central des transformations sociétales. Le Québec bénéficie d'ailleurs d'un riche bassin d'initiatives dans le domaine. Nous proposons donc d'implanter un conseil intersectoriel en innovation sociale au niveau provincial pour consolider l'écosystème existant et de soutenir le démarrage de projets d'innovation sociale, le renforcement des capacités par un fonds provincial. Nous pensons qu'il faudrait investir résolument en innovation durable. On pourrait ainsi financer le déploiement de niches d'innovation et accroître la capacité de recherche en innovation durable au sein des organisations et des entreprises, établir des critères de soutien financier qui soient tributaires, par exemple, des objectifs de développement durable. Et on pourrait développer des équipes de recherche interdisciplinaires spécifiques. Enfin, il semble avisé de profiter des potentiels de l'écofiscalité pour favoriser l'innovation durable, ce qui aurait pour effet d'encourager des activités plus durables et des comportements plus éco-responsables et d'orienter adéquatement les activités et les secteurs économiques. Il s'agirait d'implanter des mesures visant par exemple la réduction des gaz à effet de serre ou la protection des territoires, notamment grâce aux avantages fiscaux, taxes, bonus-malus. En fait, tout l'arsenal de l'écofiscalité pourrait ainsi être mis à profit. Le deuxième domaine sociétal d'action vise les organisations et les entreprises. La première orientation consiste à structurer et consolider l'écosystème dédié à l'innovation durable. L'objectif est de coordonner des initiatives et de consolider les liens entre organisations autour de valeurs et d'objectifs communs. Il s'agirait notamment d'assurer une diversité adéquate d'acteurs, de favoriser les partenariats, mutualiser les ressources techniques et les compétences, d'encadrer l'entrepreneuriat durable. La deuxième orientation vise à développer une gestion stratégique de niche en identifiant des secteurs ayant de forts potentiels transformationnels. Il faudrait ainsi créer une plateforme et des incubateurs d'innovation durable, mettre en place des stratégies de financement de capital de risque qui soient adaptées à l'innovation durable. Le troisième domaine d'action concerne la recherche et l'enseignement. Nous pensions essentiel d'implanter des programmes de recherche sur l'innovation durable, ce qui permettrait de développer une expertise transdisciplinaire en innovation durable qui soit propre au Québec, notamment dans les champs de l'innovation durable qui vous ont été présentés, l'économie circulaire, la conception régénérative, etc. Il serait bon d'articuler les expertises existantes en développement durable et en innovation, autant fondamentales qu'appliquées. On pourrait développer des plateformes de recherche et de transfert de connaissances pour mailler centres de recherche et acteurs terrain ou des projets de recherche-action. En ce qui concerne l'enseignement, il serait important de déployer des programmes d'enseignement spécifiques, notamment afin de former du personnel hautement qualifié. On peut ainsi penser à créer des spécialisations au sein des programmes universitaires existants, par exemple l'architecture régénérative. Il serait également intéressant de démocratiser la littératie sur l'innovation durable au sein du grand public et des professionnels, par exemple en intégrant l'innovation durable, de même que les objectifs de développement durable au programme universitaire, ou de proposer des formations en ligne gratuites de style MOOC. Enfin, il serait important de promouvoir les partenariats interinstitutionnels pour la recherche et le transfert en industrie. On pense ici aux établissements universitaires, mais aussi aux centres collégiaux de transfert technologique ou d'autres consortiums de recherche, ceci afin de développer des connaissances originales, appropriables et applicables rapidement en industrie. Voici qui conclut la présentation de nos travaux sur l'innovation durable. N'hésitez pas à les commenter, aussi bien la recension des écrits, la base de données que ses orientations. Nous comptons sur votre rétroaction pour les enrichir et les améliorer. Merci d'avance et merci de votre attention. Merci infiniment à tout le monde qui a participé aux enregistrements de ces présentations-là. Donc, Léla Lardja, on a Philippe Genois-Lefrançois, on a Thibaut Magalas, on a Thierry aussi qui était notre dernier intervenant. Je veux vous féliciter, c'était vraiment excellent. Ça met bien la table pour les prochaines étapes qui va être en fait l'atelier. Donc, je vais laisser la parole à Thierry qui cette fois-ci va être en live pour nous expliquer justement comment l'atelier va se dérouler. Merci.
Oui, bonjour à tous. On va passer à une activité un peu moins formelle, disons, un peu plus ludique. Et qu'on va se répartir, je pense, en 2 sous-groupes dans lesquels on va réfléchir, donc c'est ça, de manière plus conviviale et ludique à l'innovation durable. Fait que vous allez être guidés en fait par nous 4. Thibaut, Philippe, Leïla et moi-même. Et donc, on est un co-animateur et un animateur. Et donc, on va essayer de lancer une réflexion sur l'innovation durable avec vous. Donc, vous êtes les praticiens, praticiennes, fait qu'on espère beaucoup de votre apport pour enrichir nos réflexions. On va essayer en fait, la question, c'est on va essayer de réfléchir sur les verrouillages et les leviers qui pourraient faire en sorte qu'on puisse opérationnaliser l'innovation durable. Donc, on espère bien bonifier nos travaux. Ça va se passer en 3 étapes, nos ateliers. Il y a un petit 5 minutes de détails techniques auprès desquels on va vous initier. Ensuite, on a 2 étapes, une pour identifier les freins et les leviers. Donc, on a un 15 minutes pour ça. Puis ensuite, on va essayer dans un autre 15 minutes de les mettre par ordre prioritaire. Donc, on va essayer d'identifier ce qui est plus important pour opérationnaliser les innovations durables. Vous allez voir qu'on a un outil, un tableau blanc collaboratif numérique. Donc, on essaye de faire ça de façon conviviale et quand même facile avec des post-it pour qu'on puisse déposer nos mots-clés, les concepts importants pour cette réflexion. On va mettre ces post-it, mais on va aussi avoir des périodes de réflexion, évidemment, de discussion entre nous. On va faire un retour ensuite dans la session principale et puis on va faire une synthèse de tout ça. Donc, en fait, la question à laquelle vous allez essayer de répondre va être également posée cet après-midi avec des personnes qui sont plus dans le domaine de la recherche et de l'académique. Et on espère bien justement avoir une très belle complémentarité dans vos réponses. Et à la toute fin, en fait, on va faire une synthèse de toutes ces réflexions. Et évidemment, vous allez être tenus au courant de tout ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir, je pense, aller dans les sous-groupes, tout le monde ensemble. Donc, on a un petit 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes pour discuter de la session de l'atelier qui vient d'avoir lieu. Donc, je demanderai aux modérateurs, modératrices de nos 2 groupes de présenter les résultats des discussions. Et ensuite, Ludovic, tu vas faire une série d'observations et de conclusions. Je pourrais commencer, dans le fond, merci pour à tout le monde pour votre participation. Donc, ce qui est ressorti, dans le fond, dans notre atelier, c'était des échanges assez enrichissants. Plusieurs points sont ressortis, notamment au niveau des leviers et des freins, que ce soit au niveau de la perspective systémique et des enjeux liés au maillage, à la logistique de mailler les différents projets entre eux, étaient ressortis comme étant un frein, mais aussi un levier, donc, que ça soit de définir correctement et en réalité, de cartographie, de comprendre le système et comment le mailler, suivi par dans tout ce qui est cadre réglementaire, l'aspect temporalité, la synchronisation de la temporalité long-termiste un peu de l'innovation durable qui voit des bénéfices plutôt à long terme avec les impératifs mettons, du développement du système tel qu'il est, qui sont plus court-termistes, basés sur des donc, comment synchroniser ces 2 visions temporelles ensemble? Les enjeux opérationnels tels que les cadres d'évaluation, l'augmentation des ressources pour les industries, pour l'intégration de l'innovation dans le travail day-to-day. Et
Et bien évidemment, il y a aussi un élément qui était ressorti, qui était très intéressant, c'est tous les concepts émergents en approche d'innovation durable, notamment le biomimétisme, et s'inspirer un peu de ce que la nature a à nous apporter, tant sur le niveau social et organisationnel, qui peut être intéressant, et un élément aussi, juste pour clore, qui en fait serait à la base de tout ça, c'est vraiment de développer une compréhension commune, une sémantique pour faciliter la collaboration. Donc, puis voilà. Pour ce qui est du résultat vraiment très synthétique de ce qui s'était dit pendant les 35 minutes, on était ensemble. Donc, je passe la parole à Thierry. On ne t'entend pas, Thierry. M'entendez-vous? Oui. Donc oui, c'est ça, je disais, c'était quand même c'était très riche comme discussion, donc difficile de synthétiser tout ça, mais il y a ressorti quelques idées phares. On est revenu sur la nécessité de coordonner toutes les actions. Dans cet esprit, il a été beaucoup discuté de l'accompagnement des entreprises qui manquent parfois de soutien. On a parlé par exemple d'une technologie verte qui aurait des effets négatifs parce qu'elle serait exportée à l'étranger, donc annulerait tous les bénéfices en termes de gaz à effet de serre, par exemple. Donc beaucoup de besoins d'accompagner les entreprises. On a parlé de la nécessité de simplifier les processus aussi pour les entreprises qui ont besoin que tout se fasse de façon relativement simple, que ce soit l'accès au financement, que ce soit justement à l'accessibilité des organismes qui peuvent les aider ou même à l'accès à des projets collaboratifs. Donc, la coordination, l'accompagnement des entreprises semble vraiment être crucial pour mieux développer les innovations durables. On a aussi mentionné la nécessité d'avoir des indicateurs, donc avoir des objectifs et des indicateurs pour les documenter, notamment pour mieux documenter les progrès à long terme. On a mentionné dans les freins beaucoup d'aspects que moi j'appelle culturels. Donc, par exemple, on a mentionné que le milieu d'éducation était plutôt conservateur, que la culture était évidemment, la culture d'innovation était très technocentrée encore actuellement. On a mentionné le manque de reconnaissance de l'innovation durable par les ordres professionnels qui pouvait nuire un petit peu justement au développement des innovations durables. Toutes les questions de réglementation et de financement. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais noté. Donc, vraiment, le maillage entre les différentes parties prenantes, la coordination, le fait que tout se passe de manière fluide, de façon simple, de manière concrète, c'est vraiment ce qui semble la discussion de notre groupe. Très intéressant. Merci beaucoup, Leïla et Thierry. Donc, je laisserai la parole à Ludovic. Merci beaucoup, Luce. Merci, Leïla. Merci, Thierry, puis surtout aux participantes là, des deux groupes qui ont abordé le même sujet, mais qui visiblement avaient des angles un peu différents dans chacun des deux groupes. C'est ce qui fait la force là, de ce type d'exercice. Avant de conclure puis d'y aller sur mes observations, sur les résumés que vous avez faits, je veux revenir sur la définition que vous nous avez proposée tout à l'heure, qui, à mon avis, est très, très riche et très englobante des divers aspects qu'on doit toujours prendre en compte lorsqu'on parle d'innovation durable. L'aspect de résilience sociale, à la fin, venait beaucoup me chercher. Parce qu'on est présentement dans un contexte où on est appelé à tester notre résilience sociale. C'est ça que vous l'écriviez, je pense. Le grand défi
d'un concept comme l'innovation durable et ça va être celui de la reconnaissance à tous les égards, à mon avis. Reconnaissance, par les pairs, c'est un gros défi là, au niveau académique, là, donc d'avoir la reconnaissance d'un concept, mais c'est qu'une fois que ça c'est réglé, il faut qu'il y ait une pénétration du concept chez les adoptants. On ne peut pas penser que l'économie, que les parties prenantes de l'économie, que les entreprises, que les sociétés de capital de risque qui financent ou qui prennent des risques là, afin de financer des innovations vont le faire sans comprendre. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire auprès des différentes parties prenantes. Et ça, c'est un travail qui est très difficile, qui est même parfois découvert, surtout pour des initiés. Et c'est là où je pense qu'il faut redoubler d'ardeur, mais avoir un certain réalisme sur le temps que va prendre les choses et les associations qu'il faut faire afin d'arriver au résultat qu'on veut. Pour mettre en œuvre un concept ou le voir appliqué finalement à grande échelle, il faut se faire un plan de match, un plan stratégique et rencontrer les bons acteurs au bon moment là, et les différentes parties prenantes, ceux qui achètent les innovations, ceux qui financent les innovations, ceux qui créent les innovations vont devoir être rencontrés par ceux qui vont être les porte-étendards de l'innovation durable. Fait qu'il faut trouver des porte-étendards de l'innovation durable. Porte-étendards qui vont ensuite pénétrer dans les différents milieux et qui vont être capables de faire ressortir le concept pour qu'une fois qu'il retourne sur la place publique, lorsqu'on va parler d'innovation durable, bien, la campagne qui va avoir été faite en sous-marin là, auprès de tous les groupes va faire en sorte que quand on va remettre l'innovation durable sur la place publique, en mettant voici ce qu'on doit faire collectivement, puis qu'au niveau des politiques publiques, on va vouloir que ça s'arrive, tout le monde va parler de la même affaire, tout le monde va parler du même langage, ou tout le monde va comprendre ce dont on veut parler. La grande difficulté, donc, c'est, je pense que comme personne qui sommes près, quand on a les yeux trop près de l'arbre, on ne voit pas la forêt, là. Mais quand on est trop près du concept, on n'est pas capable de prendre le pas de recul et de considérer qu'il y en a d'autres qui ne le comprennent pas, qu'il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué à adopter ou c'est plus compliqué à conceptualiser. Alors ça, c'est le premier grand défi. Je pense que collectivement, la communauté de recherche, la communauté d'affaires doit se donner puis doit réaliser. On doit arriver au bout de ce défi-là, mais c'est faisable. Et il y a des communications publiques qui doivent également se faire là, dans les médias, grand public, il y a des lettres ouvertes qui peuvent se faire. Et je pense que vous avez tout, vous avez le réseau pour être capable de réussir ça. Ensuite, quand on parlait des défis, des freins, des moteurs là, à l'innovation ou à son applicabilité. Puis Mohamed nous revenait souvent là, avec le mot à la transversalité finalement de son application, ce qui est vrai. C'est donc le fait que tout le monde parte du même dénominateur commun. Alors, ce grand défi-là, c'est le premier. Les gouvernements, comme je vous le disais tout à l'heure, ont un rôle à jouer. Les institutions, c'est vrai qu'elles sont, les institutions académiques sont conservatrices par nature. Ça doit pouvoir changer. L'innovation doit être au cœur, finalement, des nouvelles valeurs de des universités, des cégeps et même de l'école primaire, de l'école secondaire pour ouvrir les yeux, finalement, à la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, ça va être un moteur de changement. Alors, c'est par eux. Donc, c'est des concepts qui sont travaillés aujourd'hui, mais qu'on veut voir appliqués à grande échelle dans quelques années. C'est ça l'objectif. On sait que ça ne sera pas demain, mais il faut commencer à travailler dès aujourd'hui pour faire pénétrer tout ça un peu partout. Je pense qu'il faut donc se donner des devoirs, il faut y aller de manière structurée. Il faut être à la fois militant, puis il faut être à la fois patient. Il y a beaucoup de politique à travers tout ça. Il y a beaucoup de business. Il y a beaucoup de ce qu'on dit là. Il y a beaucoup de roller coaster dans tout ça. C'est pas toujours facile de mettre de l'avant des nouveaux concepts, mais ça s'est fait. Et la beauté du concept d'innovation durable,
c'est que c'est la jonction entre deux concepts qui sont très, très adoptés présentement. Comme je vous disais tout à l'heure, l'un ne doit plus aller sans l'autre et vice-versa, l'autre ne doit plus aller sans l'un. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos réflexions. Moi, ça a été très enrichissant d'apprendre ça. N'oubliez pas qui sont les adoptants. C'est peut-être le dernier message que je vais vous donner. N'oubliez pas qui sont les adoptants et qui achètent les innovations. Une des participantes nous parlait, disait, on pense souvent, et c'est vrai, les individus ont un grand rôle à jouer. Hein, le B2C a un grand rôle à jouer, mais c'est le B2B qui mène le monde. Alors, c'est là que ça... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je laisse Luce conclure. Absolument. Merci beaucoup, Ludovic. Effectivement, c'est justement parce que le B2B et le B2C sont incroyablement importants pour l'adoption de ce concept-là, qu'on fait ce genre de moment-là qu'on fait aujourd'hui, justement, et qu'au CIROD, on souhaite avoir à la fois une gouvernance partagée, donc l'inclusion des acteurs de terrain dans notre gouvernance même, mais aussi, justement, d'innover nous-mêmes avec des processus du type de ce qu'on fait justement ce matin pour aller travailler beaucoup plus en intégration avec ce que nous, dans notre parlance, on appelle les milieux preneurs. Mais, mais je trouve que le mot adoptant, c'est excellent aussi. Donc, je tiens à te remercier beaucoup, Ludovic. C'était un processus très enrichissant parce que ça fait depuis quand même le printemps qu'on travaille ensemble sur toutes ces questions-là. Je tiens à remercier beaucoup Mohamed aussi pour sa direction du CIROD et puis sa verve et puis sa passion qui contribue réellement à ce que le CIROD rayonne. Je tiens à remercier beaucoup aussi Asana pour la coordination de ce projet-là et tous les aspects techniques. Thierry aussi qui a sauté dans l'aventure beaucoup par passion aussi, puis on aime beaucoup tout le côté édition que tu fais sur le projet. Je tiens beaucoup aussi à remercier nos super étudiants, donc Thibaut, Philippe, Leïla. On fait tout ça pour, en tant que regroupement stratégique, tout ce qu'on fait, c'est pour nos étudiants. Donc, on est très content que vous ayez participé à cette aventure-là et que vous allez continuer aussi, justement. Et je tiens évidemment à remercier tout le monde qui participe en ce moment. C'est vraiment très important. On sait combien vous êtes sollicités. On sait combien on a du Zoom fatigue parfois, mais de participer à ces processus-là, c'est ce qui fait toute la richesse, puis ce qui va faire aussi que l'innovation durable va devenir un concept qui va être réellement intégré et éventuellement adopté. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit et pour les prochaines étapes, on va revenir vers vous avec des synthèses de ce qui se passe en ce moment et aussi de l'atelier de cet après-midi qui est réservé à la recherche. On va intégrer tout ça aussi dans les productions scientifiques qu'on est en train de faire, donc la revue de littérature, les orientations stratégiques et la base de données. Et on a très hâte de vous représenter tout ça et de continuer à le faire connaître et rayonner au sein de notre écosystème et on espère des vôtres aussi. Merci beaucoup.